Le temps que ça se bouscule au portillon, ça va se replacer. Permettez-moi de présenter mon invité d'aujourd'hui, Catherine Cocchio. Je me suis beaucoup inspiré de ses ouvrages pour écrire mon adresse. J'enseigne également ces ouvrages à l'Université de Californie, Los Angeles. J'ai 2 micros. Merci. Je me suis aussi inspiré de ces ouvrages pour mes enseignements à Los Angeles. Catherine Cocchio est agrégée de lettres modernes. Elle a étudié à l'École normale supérieure et à l'Université Paris 4, où elle a soutenu en 1988 une thèse de doctorat de 3e cycle en littérature française consacrée à l'écrivain et dessinateur André Rover sous la direction de Jean Palacio. Souffre que je passe par là, chère Catherine. Elle est successivement maître de conférences à la Sorbonne, professeur de littérature comparée à l'Université de Poitiers et à l'Université Paris 8, puis devient en 2012 professeur de littérature comparée à Paris 7, co-responsable de l'axe Écrire et penser l'histoire. Elle dirige justement cet axe au CERILAC, le Centre d'études et de recherche interdisciplinaires de l'UFR, LAC, Lettres, Arts et Cinéma, où se tient le séminaire transdisciplinaire Écrire et penser avec l'histoire à l'échelle du monde. Elle a également créé chez Garnier la collection littérature, histoire, politique. Parmi ces livres que je vous conseille chaudement, je vais en prendre 3 ou 4, Rwanda, le réel et les récits, qui, à mon avis, est un livre incontournable parce que sa forme et même sa constitution donnent une vue panoramique de la question. Elle a publié également L'art contre l'art, Baudelaire, le joujou moderne et la décadence aux éditions Valong, mais aussi L'enfant et les génocides, témoignages sur les enfants pendant la Shoah, la littérature en suspens, écriture de la Shoah, et son dernier livre, Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, est paru chez Collin en 2015. Elle a publié de nombreux livres aussi avec d'autres collectifs. Et aujourd'hui, à travers son adresse, elle évoquera les questions de la vérité, de la mémoire, questions que vous pourrez approfondir évidemment dans ce dernier livre-là, Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, paru l'année dernière. Catherine Cocchio. Merci. On m'entend bien là? Oui. Ça va? Ça va, oui. Bon, merci beaucoup Alain de m'avoir invité à intervenir dans ce séminaire. Pour moi, ce n'est pas une redondance de dire que je suis heureuse d'être là. Alors évidemment, je vais faire pâle figure à tous les sens du terme, à côté d'Alain, de ses performances magnifiques de professeur, de parleur, de sapeur. Là, vraiment. J'ai choisi l'humilité et le gris blanc. Je me suis dit, je ne serai de toute façon pas à la hauteur. Bon, et puis alors en plus, le sujet évidemment dont je vous parle ne prête pas vraiment à rire. Et pourtant, c'est par le rire que je voudrais commencer. En rappelant d'ailleurs que j'ai rencontré Alain Mabankou au Rwanda en 2008. Lors d'un des séjours que j'ai fait dans ce pays, séjour qui était en fait lié à un congrès international consacré justement au génocide et aux sciences humaines, organisé par Jean-Pierre Carré-Gaillet, professeur à Berkeley. Et lors de ce séjour, on n'a pas fait qu'aller au congrès, on a aussi mangé, bu et ri, parce qu'évidemment, il était là. Et malgré ce qu'on nous racontait, ce qu'on se racontait dans la journée. Mais c'est un autre rire que je voudrais évoquer. On est allé au théâtre. Tu te souviens de cette soirée. Et là, un autre rire vraiment a explosé dans ce théâtre devant un one-man show assez extraordinaire d'un acteur tout à fait génial qui s'appelle Diogène Ntarindwa, dit Atome, dans un spectacle qu'il avait lui-même composé et qui s'appelait Carte d'identité. Ça parlait en français, kinyarwanda et anglais à la fois, et il jouait plusieurs rôles successivement, ceux d'un père, d'un prof de géo, d'un historien français, d'un speaker de la radio burundaise, du vice-gouverneur belge, de soldats du FPR et à la fin d'un vétéran. Et ce numéro d'humoriste était en partie un témoignage, puisque Atome était né
et il ne s'appelait pas Atom à ce moment-là, au Burundi en 1977, où ses parents s'étaient exilés pour fuir les pogroms dont vient de vous parler Alain, qui avaient accompagné la révolution sociale, qui était en fait une révolution ethnique, qui avait porté au pouvoir la majorité Hutu, après que pendant 40 ans, donc, le pouvoir colonial se soit appuyé sur l'aristocratie Tutsi pour régner et imposer un régime autoritaire, aussi un régime théocratique, où les Français avaient déjà, sous la forme des Pères blancs, leur rôle à jouer, et où les catégories de Tutsi, Hutu et Twa, qui désignaient donc traditionnellement plutôt des identités sociales, professionnelles, en même temps que claniques, étaient muées en identités donc ethniques, imprimées sur les cartes à partir des années 30. Dès 1959, ces identités racialisées étaient devenues les armes d'une guerre anti-Tutsi, tandis que derrière l'indépendance accordée en 1962, la présence belge s'est poursuivie, relayée de plus en plus par la présence française à travers donc, ce pouvoir des Pères blancs qui se poursuivait, qui était là depuis le début du XXe siècle, puis à travers des accords d'assistance et de coopération militaire dont vous a parlé Alain, qui se sont resserrés après le coup d'État de Juvénal Habyarimana en 1973. Donc plusieurs centaines de milliers de Tutsis se sont réfugiés par vagues successives en Ouganda, au Burundi, au Zaïre, en Tanzanie. Et en 1990, donc Diogène Tarindwa était avec sa famille à Bujumbura, au Burundi. Et en 1990, il avait 13 ans et il a vu ses frères aînés s'enrôler dans l'armée du FPR lors de l'offensive de 1990 pour essayer de retrouver le territoire rwandais. Et en avril 1994, cette fois, lorsque le génocide a explosé, cette fois, il avait 17 ans et il s'est engagé à son tour. Il s'est retrouvé à Kigali, donc en plein génocide, visitant un pays qu'il n'avait jamais vu, mais qui était néanmoins son pays, jonché de centaines de milliers de corps morts et mutilés. Je rappelle que c'est de 800 à 1 million, j'ai dit 1,3 million de personnes assassinées en très très peu de temps, 3 mois. Et c'est dans ce pays qu'en 1996, démobilisé, donc il est resté 2 ans à l'armée encore, et il avait repris ses études, il était devenu acteur, il a intégré la troupe de théâtre de l'Université nationale de Rwanda à Butare avant de s'installer plus tard en Belgique en 2002. Et là, il a rejoint la troupe du groupe OFF pour le spectacle Rwanda 94, que certainement beaucoup d'entre vous ont vu ici, et qui a entamé sa 2e tournée. Et ce soir-là, donc en 2008, il était de retour au Rwanda. Il racontait au Rwanda son histoire d'exilé du Burundi et son histoire de Kadogo, enfant soldat, une histoire compliquée, parfois complètement effarante et souvent scabreuse. Et nous, on riait. Et la salle riait. Et au fond, moi, je me demandais comment une telle chose était possible, mais en tout cas, elle avait lieu. On se demandait même, moi, en tout cas, si le couple présidentiel riait aussi, puisqu'on savait qu'il était là, à ce spectacle-là, et que l'évocation de l'armée du FPR n'avait absolument rien d'une épopée héroïque, ou qu'elle n'était en tout cas pas seulement cette épopée. Par moments, Atom était vraiment borderline, il jouait avec le feu. Donc tous les rires, en fait, étaient compliqués, celui des Rwandais et le nôtre. Et certainement, Alain n'avait pas non plus tout à fait le même rire que moi, vu le rôle qui était donné aux Européens dans la pièce par Atom, qui est évidemment un rôle catastrophique, grotesque la plupart du temps. En fait, en ressongeant à ce spectacle, je pensais à Fanon, ou à Fanon relu par Achille Mbembe, que tu as cité tout à l'heure, dans Politique de l'inimitié, où Fanon est la grande figure. Fanon, donc Mbembe parle de ce colossal travail sur soi à propos du long chemin de cure que proposait Frantz Fanon aux colonisés, à l'opprimé qui cherchait à se débarrasser du fardeau de la race, dit Mbembe. Il s'agissait de traiter les effets non seulement de l'assignation raciale, mais de son intériorisation, qui poussait le colonisé à habiter la fiction fabriquée par l'autre comme une vérité, cette fameuse fiction ici du Hamit, et de son contraire. Intériorisation donc qui a pris au Rwanda des formes tout à fait extrêmes. Fanon, écrit Mbembe, considérait le geste soignant comme une pratique de resymbolisation dans laquelle se jouait toujours la possibilité de la réciprocité et de la mutualité. Aux colonisés qui refusaient d'être castrés, il conseilla de tourner le dos à l'Europe, c'est-à-dire de commencer par soi-même, de se tenir debout hors des catégories qui le maintenaient courbé, et il l'encourageait à exercer éventuellement une violence dirigée contre le système colonial. Là, je cite Mbembe. Le rire chez Atom
relevait d'un don d'enfance, mais aussi de ce colossal travail sur soi et de cette manière de commencer par soi-même et de tenter de se tenir debout, et de se tenir très bien debout. La violence de ce rire était bien dirigée contre le système colonial, mais toujours tout près de l'autodérision aussi, et très loin en tout cas d'une violence meurtrière chez cet ancien enfant soldat. Et le geste de tourner le dos à l'Europe n'était pas là. L'Europe était culturellement incorporée en profondeur et se mêlait à tous les autres éléments, Burundi, Rwanda, Belgique, puis les pays par lesquels Atome est passé, dont plusieurs tournées au Congo, je crois. Et ce n'est peut-être pas seulement un effet de génération si il n'y a pas de dos tourné à l'Europe. Bien sûr, j'utilise ici le rire d'Atome pour tenter de dire quelque chose de plus large. Il me semble qu'il existe au Rwanda, en matière de postcolonialité, une manière sui generis liée bien sûr à une histoire culturelle spécifique, mais aussi à un événement spécifique qui est le génocide. Le postcolonial ici, c'est aussi le post-génocidaire, et le post-génocidaire, c'est l'exercice obligé, constant de la pensée. Un effort de compréhension continuelle, mais aussi de dépassement quotidien de l'événement, tentative de dépassement destinée à simplement pouvoir vivre après le crime, et la plupart du temps aux côtés de ceux qui l'ont perpétré. Ce vivre ensemble assez incroyable, qui passe au plan politique par une forme d'autorité, parfois de brutalité, dans la gestion de la réconciliation, qui est le mot d'ordre évidemment depuis plusieurs années, passe individuellement pour les rescapés par ce très réel travail sur soi colossal, travail qui seul peut protéger le rescapé contre ses cauchemars et lui permettre de se réconcilier. Ce colossal travail sur soi et aussi ce pouvoir du rire, et plus encore peut-être chez les rescapés, d'un certain sourire, à la fois fatigué et plein d'une immense énergie, me frappe toujours chez les rescapés rwandais que j'ai approchés ou fréquentés. La pensée me vient ici du très regretté Naasson Mulyandamutsa, qui était psychanalyste, disparu il y a peu après avoir passé 20 ans à réfléchir inlassablement aux manières justes ou adéquates de traiter le traumatisme des rescapés. Je pense au mélange de fermeté et de subtilité de ses analyses. Mbembe écrit que pour Fanon, la cure commençait dans le langage et la perception, je le cite, par la connaissance de cette réalité fondamentale selon laquelle devenir homme dans le monde, c'était accepter d'être exposé à autrui. Il me semble que cette phrase prend un sens particulier pour les Rwandais, du fait de la surexposition absolue qu'est le génocide, et qui est encore le deuil lui-même comme deuil de masse, je dirais comme on parle d'un crime de masse, et la masse pèse toujours évidemment sur chacun des deuils individuels. Mais il me semble aussi que chez les Rwandais, ou en tout cas beaucoup d'entre ceux que j'ai rencontrés, l'exposition à autrui prend aussi la forme d'un dos non tourné à l'Europe. Une forme d'ouverture, de souplesse assez exceptionnelle. J'avais croisé Atome probablement sans le savoir lors d'un premier séjour au Rwanda, que je souhaite rappeler aussi. Excusez-moi, c'est un peu personnel et narratif, mais c'est comme ça que j'ai eu envie de vous parler. Parce que ce séjour a été pour moi plus marquant encore. C'était en 2000, et je découvrais ce pays en même temps que je rencontrais le groupe des écrivains de Fest Africa, dont Alain vient de vous parler, qui étaient engagés donc dans cette opération, Écrire par devoir de mémoire. Ils venaient présenter leurs livres, qu'ils avaient écrit les années précédentes, puisque l'opération datait de 1998 au départ, donc sous l'impulsion d'un écrivain d'origine tchadienne, Noki Djedanou, mais on avait donc ces livres de Boubacar Boris Diop, Tierno Monenembo, Véronique Tadjo, Monique Ilboudo, Abderrahmane Waberi, Koulsi Lamko. Donc étaient réunis là des écrivains originaires du Tchad, du Sénégal, de Guinée, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, qui chacun s'expliquait sur les difficultés qu'il avait rencontrées et les choix d'écriture qu'ils avaient opérés. Beaucoup, évidemment, avaient eux-mêmes fui leur pays de naissance pour des raisons politiques. Ils avaient été invités en tant qu'écrivains africains confirmés, mais ébranlés par cet événement, ou qu'il fallait ébranler. C'était ça vraiment l'initiative de Noki, qui semblait le point sur le i de l'afropessimisme. Koulsi Lamko dirigeait alors le centre, qui était lui d'origine tchadienne, dirigeait alors le Centre universitaire des arts de Boutaré,
Parce qu'après les 45 jours passés au Rwanda pour écrire son livre, il y est retourné, il y a passé plusieurs années. Et à ce moment-là, donc en 2000, il avait écrit une pièce, 1999-2000, qui s'appelait Corps et voix, paroles, rhizome, qui était composée d'extraits de tous ces textes, prononcés en 3 langues, Kinyarwanda, français et anglais, et qui mêlait beaucoup de styles chorégraphiques occidentaux et africains, mais d'autres pays d'Afrique. Ce qui, a dit Koulsi dans un entretien, avait été très difficile au départ, puisqu'il y avait une tradition chorégraphique très forte au Rwanda, et qui n'était pas morte, qui est d'ailleurs toujours cultivée. C'est dans ce centre, et en jouant cette pièce Corps et voix, paroles, rhizome, qu'Atome s'était lancé au théâtre. Dans ce grand congrès, cette rencontre, il y avait aussi d'autres auteurs qui étaient plutôt le cadet de ces écrivains confirmés. Jean-Luc Raharimanana, donc lui d'origine malgache, auteur de Rêves sous le linceul, qui évoquait le génocide de manière onirique dans un chapitre à travers le prisme déformant de l'écran de télévision. Il y avait aussi Eugène Ebodé, donc d'origine camerounaise, lui qui 10 ans plus tard publiera Souveraine magnifique, en fait il y a peu, et donc 10 ans plus tard, la chose a tellement mûri. Et c'est un roman qui exalte poétiquement la figure d'une rescapée. Il y avait aussi la poétesse, grande poétesse Antioch Krog d'Afrique du Sud, qui avait rendu compte de la commission Vérité et Réconciliation dans La douleur des mots. Il y avait beaucoup d'autres gens. Il y avait 2 Rwandais aussi qui étaient partie prenante de l'opération, Jean-Marie Vianney Rwangwa et Vénus Kaimae, qui l'un avait participé par un essai et l'autre par son témoignage. Il y avait aussi Yolande Mukagasana, qui était l'auteur déjà de 2 témoignages, La mort ne veut pas de moi et n'aie pas peur de savoir. Il y avait aussi 2 artistes rwandais remarquables, tout jeunes, Dorcy Rugamba et Carole Karemera, tous 2 acteurs dans la pièce du groupe Off, Rwanda 94, création collective, mise en scène par Jacques Delcuvelry, avec une musique de Gareth List, spectacle tout à fait extraordinaire, très long, de 4 ou 5 heures. Pièce créée en Belgique en 2000, puis dans plusieurs pays d'Europe et au Canada, et qui a été montée au Rwanda même en 2004. Rugamba et Karemera sont depuis devenus de grands acteurs, auteurs et metteurs en scène. Lui était né au Rwanda et il s'est installé en Belgique. Elle était née en Belgique et elle s'est installée au Rwanda. Chacun a créé un lieu de création autour de la mémoire du génocide et de l'histoire du Rwanda. Rescapé, Dorcy avait perdu sa famille. Il a évoqué cette histoire dans un récit poétique, Marembo, et la même année, en 2005, il montait à Paris un spectacle que sans doute certains d'entre vous ont vu, L'Instruction de Peter Weiss, un écrivain allemand, pièce qui portait sur le procès d'Auschwitz, mais jouée par des comédiens rwandais issus des ateliers Rwentore. Et en 2007, il y a eu sa pièce Bloody Niggers, mise en scène par Jacques Delcuvelry, où il était à nouveau question, pas seulement du génocide, mais d'une protestation contre l'histoire coloniale et issue de la colonisation, disons, très violente. En 2005, Carole Karemera a joué un des rôles titres du film de Raoul Peck, Sometimes in April. Et c'est là qu'elle a décidé de s'installer au Rwanda, où elle a fondé le centre Ishio, qui accueille des auteurs et des artistes qui travaillent sur tout cela. Nous sommes tous des métissés culturels, disait Carole Karemera il y a peu dans une interview donnée à propos d'un rôle qu'elle a joué dans Battlefield, une adaptation du Mahabharata par Peter Brook et Marie-Hélène Estienne. Mahabharata, qui est donc une épopée hindoue qui raconte les lendemains d'une guerre exterminatrice. Ce métissage culturel lié à la diaspora et à l'exil traverse toute la production artistique relative au Rwanda et une grande partie de la production rwandaise elle-même. Ce métissage, il s'exprime aussi dans les témoignages, par la mobilité géographique de l'auteur du témoignage et toujours sa co-appartenance culturelle. Esther Mouyawayo en Allemagne, Yolande Mukagasana en Belgique, ont écrit avec une autre personne, un co-auteur, belge, ou Patrick May pour Yolande Mukagasana, ou française d'origine algérienne pour Mouyawayo, Souad Belhaddad. L'histoire du Rwanda et des Rwandais, qui est une histoire d'exil et de génocide et de survivance, a engendré un microcosme culturel fait d'une situation complexe, ambiguë, car profondément liée à l'histoire coloniale du pays, mais riche. Il y a là un microcosme aussi au sens de petit monde, car cette mobilité évidemment ne concerne qu'une petite partie de la population, alors que l'immense majorité, rivée aux parcelles enclavées de ce tout petit pays, reste majoritairement très pauvre, même si ce pays connaît aujourd'hui une croissance accélérée très impressionnante. Mais le métissage culturel était là, avec l'histoire coloniale, avec l'exil au Burundi ou en Ouganda, ou avec la vie au Rwanda, même au contact
avant cela des Français ou des Belges, comme c'était le cas pour Vénus Kaimae, qui a précisément témoigné de son rôle dans le centre culturel français, lequel centre culturel français ne l'a nullement protégé au moment du génocide. Les Français sont partis, on l'a laissé là sans l'aider. Lors de ce congrès, il y avait aussi bien sûr des chercheurs, Romuald Fonkua, qui parlait ici mardi dernier, Josias Semuyonga, José Kagabo, qui m'avait fait inviter, je crois, à ce colloque, Marcel Kabanda, Jean-Pierre Chrétien, dont tu as parlé, Alain. Bref, il y avait là un monde, et ce monde faisait du Rwanda un monde, un microcosme donc, mais habité par beaucoup de passants, au sens où en parle Mbembe à la fin de son livre, puisqu'il se réclame d'une éthique du passant. Inutile de vous dire à quel point cet événement a pu compter dans la suite de mon travail et aussi dans ma vie. Ce n'a pas été un tournant, ça a été plutôt un séisme. Et je sais qu'il en a été de même pour beaucoup de ceux qui se sont rendus un jour au Rwanda en venant de l'extérieur. J'entendais dimanche dernier au mémorial de la Shoah, où il y avait un colloque sur le Rwanda, les archives, le reporter Jean-Christophe Klotz qui disait qu'il était parti au Rwanda comme reporter en mai 1994, mais qu'il ne l'était plus à son retour et qu'il ne le serait plus jamais. Cette extériorité est particulière quand on vient de France. Je me souviens qu'en arrivant à l'aéroport de Kigali, je me suis demandé, mais toi, Française, qu'est-ce que tu fais là ? Tant la présence française au Rwanda aura pesé lourd, beaucoup trop lourd, sur ce pays. J'ai essayé de faire quelque chose à partir de ce séisme, et cela a donné ce petit livre, Rwanda, le réel et les récits, en 2004, livre que j'ai écrit sans doute un peu vite à mon goût quand je le lis aujourd'hui, mais où j'avais tenté d'y voir clair en relisant ces textes, non pas à tête reposée bien sûr, mais disons dans la solitude nécessaire, et surtout en revenant en amont à l'histoire coloniale du Rwanda et à l'histoire coloniale tout court. Le réel et les récits, c'était les œuvres de littérature et des témoignages qui venaient après, et je terminais avec les recueils d'Hetzfeld, et qui tentaient de rendre compte de la réalité de ce qui s'était déroulé. Mais les récits, c'était aussi la fameuse fable du Hamite, en amont de tout cela, la logique mythique des discours coloniaux, depuis la pénétration du pays par les premiers colons allemands, un siècle, presque jour pour jour, avant le génocide. Le comte von Goetzen est arrivé au Rwanda en avril 1894. Il a écrit un récit de ce voyage et de cette pénétration, comme on disait. Et il y a un autre livre très important de Richard Kant, un Allemand, un autre Allemand qui est devenu résident, administrateur, donc au tout début du siècle, au Rwanda, sous le titre Caput Nili, où il est encore question des sources du Nil. Donc création de cet exotisme racial, de longue mémoire et d'inspiration évidemment très pernicieuse au long cours, cette sorte de rêve éveillé où s'idéalise une race d'exception, le Tutsi, noir supérieur appelé à régner, et rêve qui s'est retourné en cauchemar racial, en persécution, au long cours et en extermination. Je voudrais vous lire à propos de cette histoire de mythe, de fable, un extrait d'un roman, c'est pas un roman, non, d'un livre que j'aime bien de Scholastic Mukasonga, qui a d'abord témoigné puis qui est devenue romancière, et entre les deux, elle a consacré un livre à sa mère, La femme aux pieds nus. Et il y a un beau chapitre dans ce livre où elle essaie de revenir au Rwanda de son enfance, alors qu'elle en est évidemment très loin, et on sent qu'elle le fait avec aussi des lectures probablement d'ethnologie, je pense. En tout cas, elle fait un véritable travail d'auto-ethnologie, mais très poétique. Et à un moment, donc, elle évoque les contes que lui racontait sa mère dans les veilles, ces veilles qui étaient toujours un peu arrachées à la peur constante, puisqu'ils avaient été relégués dans le Bugesera et qu'ils étaient soumis à la terreur. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle écoute de loin. Non, en fait, elle n'écoute pas. Elle entend les contes dans une espèce de semi-torpeur, mais ils sont rentrés en elle. Et elle dit ceci: « Je ne veux pas aller jusqu'au bout du pays des contes, car je sais qui m'y attend. Au bord des grands marais, il y a une petite vieille toute voûtée. Elle dissimule son visage sous la guenille de son pagne, mais je sais qu'elle me fixe de ses yeux sans éclat. C'est elle qui, dans son ventre stérile, a accepté d'héberger la mort. » Mort avec un grand N. Je crois que ça dit beaucoup de choses. Souvent, une phrase littéraire a un contenu, au fond, qui égale bien des phrases philosophiques. Alors, je reviens à cette année-là, 2004. C'était 10 ans après le génocide. D'autres choses ont eu lieu, pour moi aussi, que d'écrire ce livre. Il s'est tenu une commission dite d'enquête citoyenne sur l'implication politique et militaire de la France au Rwanda, organisée par 4 associations, dont la mienne, j'avais créée en 1997 avec d'autres
l'association ERCRIGE, Association de recherche sur les crimes contre l'humanité et les génocides, et j'avais entraîné cette association dans cette aventure qui était la commission d'enquête citoyenne, qui avait très peu de moyens. Tout cela avait été initié par Survie, François-Xavier Verschave, avec Sharon Courtou, qui était son bras droit, et il y avait aussi la CIMAD et l'UPSARM. Et donc cette commission voulait compléter le travail accompli par la mission d'information parlementaire, mission d'information et pas d'enquête, mission d'information parlementaire en 1998, dont les conclusions, nous semblait-il à tous, étaient en retrait, largement souvent en retrait par rapport à la réalité, mais même à son propre contenu, puisqu'il y avait 600 pages d'annexes extrêmement riches, mais dont ne prenaient pas acte en fait les conclusions du rapport formulé par Paul Quilles et qui aboutissait à, au fond, un non-lieu. La France n'était pas responsable. Ce travail de la commission d'enquête citoyenne a été publié dans un gros livre qui s'appelle « L'horreur qui nous prend au visage », formule empruntée à Mitterrand. Et la même année, il y a eu parution du livre de celui qui était le président de la commission, Géraud de la Pradelle, « L'imprescriptible », où il revenait sur la question juridique de la complicité. Et il y a eu aussi le livre de Patrick de Saint-Exupéry, « L'inavouable », dont sans doute vous avez entendu parler, qu'il a réédité plus tard sous le titre « Complice de l'inavouable », et où il revenait sur la question de la complicité française, en particulier à travers l'opération Turquoise. Ce livre a été attaqué en diffamation par plusieurs hauts militaires français. Mais cette même année 2005, plusieurs plaintes ont été déposées au tribunal des armées par 3 Rwandaises affirmant avoir été violées par des militaires français pendant l'opération Turquoise, puis par 6 Rwandais pour complicité de génocide contre X, c'est-à-dire des militaires de Turquoise qu'il fallait identifier. Je précise que que les plaintes ont été retenues après avoir été combattues par le parquet du tribunal aux armées et que l'instruction est ouverte, mais qu'on attend toujours. Donc j'ai fait partie à l'époque de cette troupe de blancs menteurs qu'a attaqué Pierre Péan. J'ai été prise, le livre s'appelait Noir Fureur, Blanc Menteur, et donc les uns et les autres faisaient la paire. Et j'ai été prise dans cette horrible mêlée des disputes autour de ces histoires de fureurs et de menteurs et de noirs et de blancs. Ces années-là, 2004, 2005, 2006, ont été le moment d'une grande campagne négationniste, avec en première ligne un juge d'instruction supposé indépendant, le juge Bruguière, et son enquête sur l'attentat contre le fameux avion, donc Falcon, l'assassinat du président Habyarimana, dont il attribuait la responsabilité à Kagame, thèse qui s'est effondrée en 2012 avec l'enquête du juge Trevedik. Lors de la commémoration des 20 ans, en 2014, la situation avait changé. Le négationnisme d'État n'avait pas disparu, je devrais dire n'a pas disparu, c'est tout près, 2014, mais des procès se tiennent à Paris, où s'est créé un pôle génocide au tribunal de grande instance. En mars 2015, un ancien militaire et agent des renseignements rwandais a été condamné à 25 ans de prison, et le deuxième procès a lieu en ce moment même. Sans doute vous en avez entendu parler par la presse, même s'il n'y a pas énormément d'articles. Le paysage culturel et scientifique s'est beaucoup transformé par rapport à ces années des années 2000. Des thèses nombreuses ont été soutenues en beaucoup de disciplines différentes. Je voudrais en citer quelques-unes. Celle de François Robinet sur la presse relative au génocide de 1994, aux années qui ont précédé aussi. Celle de Nathan Rera relative aux médias, à la photo et au cinéma, à l'épreuve du génocide des Tutsis. Celle de Virginie Brinker sur la transmission littéraire et cinématographique de l'événement. Ce sont des gens avec qui j'ai co-organisé en novembre 2014 un colloque, gros colloque international qui s'appelait 1994-2014, récits, construction mémorielle et écriture de l'histoire. Il y avait aussi parmi les organisateurs Alexandre Dojrot, qui nous venait des États-Unis, qui avait écrit un livre sur le traitement cinématographique du génocide, et Éric Opnaud, qui avait écrit sur Blanchot et les écritures de la catastrophe. Une nouvelle génération de chercheurs s'est constituée qui a affiné les méthodes de recherche et les objets, avec en histoire le travail important d'Hélène Dumas sur le génocide de proximité, dans son livre Le génocide au village, Ornella Rovetta sur le TPIR à travers son premier procès, Rémi Corman sur la mémoire collective au Rwanda, Berthe Kaitesi au Canada sur la résilience, aux États-Unis en littérature Elizabeth Applegate sur les littératures de Fest Africa, Ariane Zaitsev sur le théâtre au Rwanda et à l'étranger, et puis une thèse en cours en France de Violaine Baraduc sur le rôle des femmes dans le génocide, un travail d'anthropologie historique
important, fondé sur une enquête auprès des femmes incarcérées dans les prisons rwandaises, recherche qui a d'ores et déjà pris la forme d'un documentaire réalisé avec Alexandre Westphal à mots couverts en 2014. J'en parle parce que c'est pour moi une œuvre, pas seulement un documentaire d'enquête à part entière, et à mon avis l'un des films les plus importants sur le génocide des Tutsis, avec celui, sans doute pour moi, de Marie-Violaine Brincard, Au nom du Père, de tous du ciel, réalisé en 2009, consacré à des Hutus qui avaient protégé les Tutsis au péril de leur vie. Film tout à fait extraordinaire. Les films, les pièces de théâtre, les livres se sont multipliés. Il y a eu beaucoup de films, beaucoup d'images, et c'était d'ailleurs un des points importants de cette rencontre de 2014. Mais donc, les productions artistiques et culturelles sont abondantes. Elles l'étaient d'ailleurs déjà rapidement. Il y a eu cette production abondante de textes et d'images. Mais l'écriture de l'histoire reste tout de même, malgré ces avancées, tributaire des archives et des lois qui régissent l'accès aux archives. C'est de cela qu'il était question dans le colloque du mémorial de la Shoah dimanche dernier, où on évoquait l'énorme archive du TPIR qui a fermé ses portes il y a quelques mois et qui travaille maintenant, en tout cas le mécanisme, l'institution qui traite des tâches résiduelles du TPIR, traite au fond de la manière de rendre accessibles ces archives monumentales, 2 millions de pages, 27 500 cassettes, 1500 photos, qui sont la trace de 55 procès pour 75 accusés en 10 ans à Arusha. Énorme archive aussi des gachacha, les tribunaux populaires, les juridictions locales rwandaises, créées en 2001 et qui ont fonctionné jusqu'à 2012 pour juger 2 millions de personnes. Et là, il y a un projet de digitalisation au Rwanda, mais on imagine les moyens que ça suppose. Et il y a évidemment, il y en a été question dans ce colloque dimanche, des contradictions entre les enjeux juridiques et les enjeux historiographiques d'usage de ces archives à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a constamment des disputes pas seulement entre les historiens et les juristes, d'ailleurs au fond pas tellement entre eux, non, puisqu'ils se séparent, ils se répartissent le travail, mais entre les historiens, les disputes entre les historiens se sont déplacées au sens institutionnel et intellectuel. Elles étaient d'une très grande violence pour des raisons fondamentalement politiques dans les années 90-2000. Elles sont tout à fait différentes maintenant, elles sont plus d'ordre méthodologique. Il y a un clivage entre une histoire, je dirais, surtout anthropologique, sur les modes d'effectuation de la violence, dont relève tout à fait le livre d'Hélène Dumas, et il y a une histoire plus politique qui se soucie davantage de politique, y compris internationale, et qui interroge en particulier l'implication française, et pour certains, c'est cela et cela seulement, et pour certains vraiment seulement, qui doit être travaillé. Mais chacun sait que ces champs sont évidemment reliés, et en fait, chacun s'engage à sa manière. Alors, la violence de ces disputes, en fait, m'a poussé à réfléchir, en fait, sur ce régime polémique lui-même. J'ai fait en 1999, j'avais fait un texte qui s'appelait « Du malentendu » à parler à propos de la question des discussions des camps et des génocides, sur le totalitarisme, sur le pluriel des génocides, puisque c'est de cela qu'on discutait et qu'on se disputait dans les années 90, mais il me semble justement que la perpétration du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 a modifié complètement le débat. On n'a pas plus parlé de l'unicité de la Shoah, par exemple, à partir de ce moment-là. Mais bien sûr, les disputes se sont déplacées ailleurs. Et en 2015, j'ai fait ce livre « Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire » dont a parlé Alain, parce que je voulais essayer de prendre un recul réflexif supplémentaire lié cette fois à une mutation, me semble-t-il, de la teneur même de la mémoire. C'est-à-dire qu'on est arrivé, à mon avis, à un moment où il ne faut pas parler de travail de mémoire, mais de culture de la mémoire, avec un phénomène d'autonomisation culturelle. Le mémoire est devenu un mot signe et signal profondément ambigu. Il désigne beaucoup de choses. C'est un mot protoplasme qui désigne des choses à la fois des tourments privés, un vocabulaire politique, une littérature énorme de témoignages, mais aussi un marché culturel. Donc il me semble qu'il faut une très grande prudence maintenant pour approcher, aborder tout ce qui relève, tout ce qui brandit le mot mémoire, y compris même les mots témoignage et aussi le mot catharsis. Donc dans ce livre, j'ai essayé de faire ce que j'appelle une espèce non pas du tout de critique des abus de la mémoire, qui sert absolument à rien, mais d'herméneutique de la mémoire, essayer d'interpréter ce qui, dans ces usages culturels, discursifs, relève d'un véritable souci du réel, et qui donc reste politique,
parce que la grande question pour moi, c'est que cette mémoire, si elle devient religion et culture, elle n'est plus politique. Et donc, j'ai essayé de faire en sorte donc, de déchiffrer ce document culturel qui est devenu la mémoire et qui court un risque à s'instituer, à se consacrer, à s'académiser au prix de points aveugles considérables. Et l'histoire coloniale et celle de l'esclavage ou des esclavages, par exemple, fait partie de ce point aveugle. Mais plus encore, je crois, tout ce qui concerne le Proche-Orient, qui n'est pas du tout traité ou très peu dans toute la production académique sur la mémoire, qui est surtout une production sociologique. Et à cette herméneutique de la mémoire s'articule pour moi ce que j'appelle une anthropologie de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que dans cette obsession de la mémoire, ce n'est pas seulement l'oubli, l'angoisse de l'oubli qui agit, c'est une très grande angoisse relative à une possible destruction de la vérité. Et s'il y a une telle angoisse sur une possible destruction de la vérité, c'est-à-dire en fait de tout sens et de toute valeur, c'est parce qu'il y a eu en amont, au moment de ces crimes de masse, destruction réelle, tout à fait effective, du réel, effondrement de l'autorité du réel, je dirais. C'est quelque chose que Jean-François Lyotard a très bien pensé dans Le Différent. Il parle de la destruction de la réalité, qui devient une méta-réalité, qui transforme, il le dit à propos d'Auschwitz, qui transforme Auschwitz en signe, qui réclame un idiome nouveau. Donc c'est cet effondrement de l'autorité même du réel qui me fait parler d'un mal de vérité, puisque face à cet effondrement, le survivant est placé dans une situation presque invivable, où il faut absolument se river à la question de la vérité pour que le sens et le réel lui-même puissent advenir et qu'une vie soit possible. Et je parle également, au-delà de ce mal de vérité qui touche les survivants et aussi différemment leurs descendants, d'une crise de la vérité. Une crise de la vérité qui, elle, touche tout le monde, je pense, et en particulier, y compris en tout cas en démocratie. C'est-à-dire que la crise de la vérité, c'est en fait l'éclatement des titres d'autorité à parler pour établir les faits. Donc ce sont ces disputes entre historiens ou entre historiens juristes, et bien sûr les littéraires aussi font partie des disputes. Donc toute dispute autour du statut de la preuve ou du témoignage, dispute autour des lois mémorielles. On voit bien que partout la vérité se divise, voire se clive, voire explose. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de tout à fait différent de la vieille division naturelle, normale de la vérité, dans des domaines différents, et quelque chose d'autre aussi que la traditionnelle controverse des interprétations qui trouverait à s'exprimer librement en démocratie. Précisément, cette crise de la vérité concerne aussi profondément les démocraties qui, comme l'avait vu Arendt, ne sont pas des abris pour la vérité, dès lors qu'il s'agit de vérités de fait qui compromettent le jeu habituel du débat d'opinion ou du mensonge politique. Et cette vérité de fait donc, transforme en pugilat violent les débats publics. Et je crois qu'on a exactement quelque chose comme ça avec le discours sur le génocide, qui est un discours reconnu très vite au fond, bien que ce soit évidemment beaucoup trop tard, mais reconnu en particulier avec l'institution, la création du TPIR en novembre. Or, malgré cette reconnaissance tout à fait officielle et internationale, on continue de parler du double génocide, qui est une forme sui generis d'un vieux phénomène d'inversion ou de réduplication du crime destiné à le relativiser et à le brouiller en tant que crime, c'est-à-dire à l'annuler comme intention de détruire un groupe humain. Donc il me semble qu'il y a quelque chose d'important à continuer de lire de près, d'écouter de près les témoins rescapés, parce que dans ce qu'ils font, dans la pensée qu'ils produisent, il n'y a pas seulement une question de mémoire dans leur récit, c'est un autre régime de vérité qui se construit. Un travail de pensée s'élabore dans les témoignages en direction de la vérité, qu'il se réclame ou non de la littérature, et cette confrontation avec le réel se fait justement en pleine conscience de cette crise de la vérité, crise que le rescapé reçoit évidemment comme une gifle, à chaque fois comme une gifle que la négation ou le déni toujours inflige, lorsque certains mots sont prononcés ou lorsque certains regards se détournent. Mais donc, ce qui me semble important, c'est que les survivants qui font l'effort de témoigner et donc parfois même d'écrire un livre, de le publier et de le porter, pensent la vérité à travers
le mal de vérité, qui est un mal nouveau, pas totalement lié au génocide, et pensent la vérité à travers leur mal. C'est pour ça, et c'est un mal anthropologique, c'est pour ça que je parle d'une anthropologie de la vérité. Donc il me semble inexact de dire, comme le dit Romuald Fonkua par exemple, que l'ère du témoin s'achève pour faire place à l'ère de la fiction. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup à propos d'Auschwitz, de la Shoah, parce que les survivants sont en train de disparaître. Mais on le dit aussi, et là ça me semble injustifié, à propos du Rwanda. Il me reste combien de temps, Alain? Pas beaucoup, hein? Alors, bon, j'aurais voulu en fait vous... j'aurais voulu revenir sur cette question du tiers. Pour faire une herméneutique de la mémoire à propos de ce qui se joue dans cette abondance d'œuvres, cette production culturelle, artistique très importante relative au génocide des Tutsis, il faudrait réfléchir beaucoup, je crois, à l'intervention du tiers, qui est très importante dans cette mémoire, dans cette construction de la mémoire, à la fois au plan historiographique, il n'y a pas encore beaucoup d'historiens rwandais, mais aussi beaucoup au plan littéraire. Et cette intervention du tiers, elle peut devenir un problème. Elle est à la fois salutaire, parce qu'elle procède au travail de transmission nécessaire, mais elle peut devenir un problème. Le relais par le tiers peut devenir un écran et produire des effets de projection ou d'appropriation, ce qui pose la question des limites réelles du partage du deuil et de la mémoire. Ces mots n'ont pas le même sens pour les rescapés et pour les fameux tiers. Le tiers apparaît sous différentes formes. C'est celui qui, comme très souvent ici, intervient dans le processus de production du témoignage, son écriture, son édition. C'est Hatzfeld, mais c'est aussi beaucoup d'autres, les livres que j'ai évoqués tout à l'heure. Et là, la question de la position du tiers, à vrai dire, j'ai été moi-même dans cette position du tiers, puisqu'une jeune femme, Berthe Caillet-Tessier, est venue vers moi pour me demander de l'aider à éditer son témoignage. Et comme elle avait été sauvée, ou protégée en tout cas à un moment crucial par une religieuse Hutu qui, elle, s'était fait assassiner, il y avait quelque chose d'important qui se jouait autour de cette religieuse. Et moi, j'ai éprouvé le besoin en préface, pour que le témoignage de Berthe ne puisse pas être récupéré de ce point de vue-là, d'enfoncer le clou sur les responsabilités absolument accablantes de l'Église catholique en contrepoids. Mais évidemment, ça supposait une intervention. Je lui ai demandé son accord, elle me l'a donné, mais je transportais évidemment du même coup son témoignage vers une région, mais ça me semblait nécessaire à titre de contrepoids. Deuxièmement, celui qui utilise les témoignages dans un livre, que ce soit d'histoire ou de littérature, et à chaque fois ce sont des problèmes très différents, et puis celui qui fictionnalise l'acte de témoigner, qui fait du témoin une figure, un personnage dans une fiction. Et plusieurs questions différentes se posent. Pour tous ces cas différents, une question qui a été posée dans l'une de ces séances, celle de la nature, peut-être la dernière, celle de la nature du public, c'est-à-dire qui vous lit, où, sociologiquement, qui lit ces œuvres qui paraissent essentiellement en Occident, quel rôle réel peuvent-elles jouer en Afrique et ici au Rwanda, qui intervient dans ce processus mémoriel et culturel de transmission, qui, deuxième point, joue le rôle de tiers, d'où vient-il ce tiers, quelle est son histoire, dans quelle mesure ces histoires peuvent-elles se rencontrer sans que l'une recouvre l'autre ou se l'approprie, et puis comment la conscience de ces risques joue-t-elle dans le travail d'écriture, quel choix formel fait-elle faire. Donc des problèmes d'éthique, d'esthétique, de poétique à la fois. Alors, pour résumer ce que je voulais vous dire, il y a quelque chose, à mon avis, remarquable et extrêmement précieux qui s'est fait à travers la fameuse trilogie. Maintenant, en fait, il y a 4 livres d'Hatzfeld, puisqu'il y a un autre livre, Engelbert des Collines, qui est aussi assez remarquable, mais construit sur un seul témoin, où on a quelque chose comme un ajustement extrêmement subtil, dont on peut critiquer certaines opérations, par exemple le fait que le nom des traducteurs ne soit pas donné, il y a quelque chose qui est caché au lecteur, mais tout de même il y a quelque chose d'une grande réussite, parce qu'il y a quelque chose qui s'est transmis, qui s'est fait véritablement à travers cette trilogie de Hatzfeld. Des gens qui ne s'occupaient rigoureusement pas de cette histoire se sont mis à lire et à être bouleversés par cette histoire, et c'est aussi lié à une réussite de type poétique. Il y a des gens qui considèrent que cette trilogie est un grand poème, par exemple, qui pose peut-être un problème, mais ce sont des questions importantes, parce qu'il y a avec tout ce travail de coupe, de montage et de lissage de traduction, quelque chose est conservé du tour de pensée, de la métaphore, du chant du Rwandais qui parle, qui me semble très, très important.
Alors j'aurais voulu vous dire un mot de ce travail d'ajustement assez remarquable aussi, très riche, très diversifié, qu'on a à travers cette opération Fest Africa dans les romans en particulier de Boubacar Boris Diop, Mourambi, de Tierno Monenembo, L'aîné des orphelins, et de Koulsi Lamco, La Phalène des collines. Ce sont les 3 livres que je préfère, je crois. Mais, voilà, très très différents à chaque fois. Je n'ai pas le temps d'analyser à chaque fois la forme qui est choisie par ces auteurs, mais ce qui me semble important, c'est qu'à chaque fois, ils ont pris la mesure précisément du risque qu'ils couraient. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils posaient l'importance des sites du génocide. Par exemple, ils sont passés, en fait, lorsqu'ils sont venus au Rwanda, par les sites. Chaque visiteur visite les sites, et dans le site de Mourambi et certains autres aussi, il y avait des cadavres conservés afin comme une espèce de preuve, même si évidemment tout ça ne fait jamais preuve pour personne lorsqu'on est destiné à ne pas reconnaître de preuve. Et donc, ils ont été des touristes, si vous voulez. Ils ont été des touristes de la mémoire. Ils ont été gênés, chacun, et à la fois bouleversés, en particulier par une figure féminine d'une femme qui s'appelait Teresa Mukandori et qui était là, à Nyamata, un pieu enfoncé dans le vagin après avoir été violée. Cette image, dont Koulsi Lamco dit qu'elle a été restée collée sur sa rétine pendant très longtemps, elle revient comme une espèce de hantise, de cauchemar, dans chacun, d'une manière ou d'une autre, dans chacun des livres. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une manière aussi de mettre à distance ce tourisme de l'horreur, en particulier de manière très explicite dans le livre de Koulsi Lamco, qui fait le choix de prendre l'âme de cette femme, de la transformer en phalène, qui s'envole au-dessus de la terre, mais qui regarde les vivants d'en haut et qui rit, c'est-à-dire qui réjouit de sa liberté. Pour finir, vraiment, je voudrais vous dire, au fond, il y a pour moi une gêne à considérer, parce qu'il y a des entreprises remarquables comme ça, mais il y a aussi des entreprises que moi j'estime absolument catastrophiques, et je voudrais en mentionner certaines, ou en tout cas problématiques, c'est trop radical de dire problématique. Il y a toute une série de textes qui, assez vite, mais aussi récemment, je ne citerai que ceux-là, se sont emparés de cette histoire de l'extérieur en faisant des enquêtes relativement courtes et en tirant des livres assez rapidement, soit fiction, soit livres de témoignages, et qui ont énormément joué sur 2 points, l'horreur des atrocités, longuement décrite, et la dimension érotique, et en particulier dans les fictions. Et parfois les deux se croisent. Je pense au livre d'un écrivain suisse-allemand très talentueux, d'ailleurs, Lucas Berfuss, 100 jours, 100 nuits, roman, paru en France en 2009. Mais néanmoins, là, il y a quelque chose. Tout se polarise autour d'un corps érotique, d'une femme Hutu, dont un humanitaire tombe amoureux fou. Et c'est l'image, au fond, de cette espèce de n'importe quoi que fait l'humanitaire dans le pays, une espèce de principe de plaisir et qui aboutit à l'anéantissement, en fait, à la catastrophe totale. Et c'est surtout quelque chose qui incrimine aussi la Suisse, sur un plan très politique. Donc il y a une cohérence à ça. L'autre livre est celui de Wojciech Torman, peut-être en avez-vous entendu parler, qui est, lui, un journaliste polonais. Il a paru en Pologne en 2010. Ça s'appelle « Aujourd'hui, nous allons dessiner la mort, retour au Rwanda ». Et là, il me semble qu'il y a un problème énorme. C'est-à-dire qu'il y a là aussi un désir de faire le jour sur un élément de type politique, la compromission de l'Église catholique polonaise, le comportement de prêtres palotins polonais qui ont assisté à un massacre dans leur paroisse sans bouger, mais en prenant soin de sauver le Saint-Sacrement, dans l'église de Gikondo à Kigali. Et donc c'est ça qui mobilise apparemment le livre, mais autour de tout cela, il y a un regard posé sur le corps des victimes, et en particulier le corps féminin, les corps féminins, qui me semblent profondément problématiques. Cette question du corps féminin violé, violenté, revient de manière obsédante à travers une succession de témoignages sur les viols, les supplices infligés aux femmes lors des massacres. À chaque fois qu'on a un témoignage, on sait qu'on va le retrouver quelques pages plus loin. C'est sans doute de la littérature, cette manière de rythmer l'horreur. C'est un peu le témoignage à coups de marteau. On nous martèle des images atroces. Et il y a évidemment un effet de voyeurisme ou de dégoût et d'évitement. Et un effet aussi de déréalisation.
Il me semble que donc là, il y a quelque chose comme une délégitimation de l'entreprise de témoigner pour le témoin, hein, comme on dit beaucoup trop à mon avis. Et il y a un escamotage de la réalité dont pourtant l'auteur se réclame hein, comme d'un absolu et comme ce qui pourrait tout justifier. En fait, le livre décolle du réel d'une manière semi-consciente, semi-assumée, comme s'il voulait imposer une vision d'enfer au lecteur. Et cette vision d'enfer, il me semble qu'elle est produite aussi dans le domaine des images par certains photographes qui jouent le jeu aussi de ce voyeurisme, souvent différemment, tout en se payant le luxe, en fait, hein, de faire de l'art à partir de la cruauté, comme ça l'est dit, hein, du photoreporter Nachtwey, qui est un des plus célèbres, hein, et qui a fait pour moi des images, hein, des gros plans sur des visages ultra cicatrisés ou totalement dézingués, en fait, qui me semblent profondément problématiques. Même chose chez Myriam Abdelaziz, hein, qui part photographier au Rwanda, dit-elle, des corps pour faire preuve, donc elle fait des gros plans sur les cicatrices, hein, ou Alex Majoli qui utilise les cadavres couverts de chaux pour construire vraiment un nouveau pathos de l'enfer. Et puis, il y a le photographe Delahaye qui, dit-il, pour se racheter, est passé à la photo d'art. Hein, lui, il est plus reporter, en effet, mais on est peiné d'apprendre aussi que ce rachat lui fait vendre ses photos 20 000 € pièce. Voilà. Donc, il y a aussi les photos de Gilles Pérez, hein, qui sont très célèbres en fait, hein, et reconnues hein, par beaucoup de gens, ou dans un triptyque qui s'appelle The Silence, péché, purgatoire, jugement, donc dans une lourde machinerie d'inspiration chrétienne, à un moment, on nous cadre un visage de très près, hein, décomposé, un cadavre hein, évidemment totalement décomposé, en premier plan, avec l'église en arrière-plan. Donc, vous voyez, des espèces d'effets d'esthétique qui me semblent absolument problématique pour parler de manière euphémistique. Je voudrais, pour finir vraiment cette fois, citer une phrase d'un survivant, qui est un de ceux qui parle avec Hatzfeld, hein, c'est Innocent, c'est l'un des principaux d'ailleurs, hein, Rui Elisa, et qui lui dit que les Tutsis traqués de Bicécéro, ceux que les Français n'ont pas jugé bon de secourir, c'est moi qui le dis ça, les Tutsis traqués de Bicécéro ont eu une grande chance de n'avoir été photographiés ou filmés par personne, parce que ces images ne préciseraient rien à ceux qui ne l'ont pas vécu, sauf illustrer une macabre farandole. Voilà, il me semble que le travail de l'artiste, ce serait d'éviter à tout prix la macabre farandole. Pardon.